plateau de Thiès est un ensemble de massifs qui va de Ngekor au sud jusqu'à Tassinère au nord. Le plateau de Thiès se divise en deux parties. Il y a une partie qui est complètement lessivée et dans laquelle on voit des pierres qui ont affleuré. Et donc cette partie-là s'étend de Ngekor à Noto Gouïdiama. La deuxième partie va de Noto Gouïdiama jusqu'à Tassinère. Et cette partie-là, cette deuxième partie, c'est une partie ensablée. À l'époque, il y avait des oiseaux aquatiques, on faisait de la pêche. Hein? Aux alentours, on cultivait des... C'est un lac asséché. Ce lac était un bijou pour cette population-là, parce qu'ils pratiquaient l'élevage, ils pratiquaient l'agriculture, de telle sorte que personne ne quittait cette localité pour aller à Dakar ou bien pour aller dans d'autres régions du Sénégal pour trouver du travail. C'était une mamelle, c'était un patrimoine pour ces populations. Mais aujourd'hui, on est inquiet. On est vraiment, quand on passe ici aujourd'hui, on doit jeter des larmes. Parce que c'est ce qui passait ici avant. Vous voyez une belle lame d'eau avec des poissons qui sortaient partout. Ici, on est au cœur du lac, là où nous sommes. Quand le lac était dans ses bons états, on serait noyé. Mais actuellement, on est au cœur du lac même. On n'a pas de l'eau. On a construit cette route pour faire la liaison entre les villages qui se trouvent à Djaï et le village de Djander. Donc avant, pour traverser tout cela, il fallait prendre un pirogue. Mais maintenant, on utilise la voiture. C'est pour dire que la dégradation a asséché le lac Talma. L'eau s'est retirée, la végétation s'est retirée. L'eau s'est retirée, la terre est partie. Ou est en train de partir. L'eau s'est retirée, l'herbe est en train de se raréfier. L'eau s'est retirée, attention, c'est le bécor, c'est la sécheresse. Mais tout cela, ce qui a amené ça, il y a la main de l'homme, ça il faut le dire. L'homme est à la base de tout ça. Le plateau est bien en relation avec l'usine de production de ciment. Parce que la matière première se trouve ici. Bon, c'est vrai qu'ils avaient une mine de calcaire, mais certainement c'est en épuisement. Et pour cela, ils ont prévu, pour continuer la production, d'être ici dans ce site-là. La concession minière qu'abrite ces forêts, c'est une coexistence qui a contribué aussi à la dégradation. Vous savez qu'avec la pollution qui viendrait de ces installations industrielles, naturellement contribue à la dégradation de l'environnement. Parce que puisque la végétation qui est là doit respirer, et si les stomates sont bouchés, il n'y a plus de respiration. Par conséquent, les chaînes alimentaires également sont détruites. Et ça nous donne cette situation. Le plateau de Thiès, nous le considérons comme un potentiel économique. Mais aussi, on doit protéger l'environnement. Je crois qu'en protégeant l'environnement, c'est aussi la survie de ces populations environnantes. Je suis pour la protection rigoureuse
de cet écosystème forestier par rapport à son objectif premier. Le fait de protéger l'environnement, mais le fait aussi de protéger le ruissellement de l'eau qui part du plateau de Thiès pour aller dans le lac Tanman que nous allons voir tout à l'heure. La pluviométrie aujourd'hui n'excède pas 400 mm. Alors, les nappes ne sont pas rechargées, donc il y a des difficultés dans l'eau. Alors, si on continue à perpétuer cette dégradation, cette exploitation de minerais, mais à terme, tout va disparaître. Tout va disparaître. Si on ne prend pas garde, mais c'est tout l'écosystème qui va disparaître. La végétation est en train de disparaître. Il y a l'eau qui a d'ailleurs quitté. Et maintenant, il ne reste le sol qui est en train de se dégrader complètement. Qu'est-ce qui est en train de se passer à ce niveau? Les migrations. Au niveau village, nous avons un phénomène, peut-être qui est dû aux problèmes qui se trouvent au niveau village même. C'est ce qui pousse à la population de quitter les villages pour aller à Dakar, trouver du travail pour aider peut-être la population ou bien les familles qu'ils ont laissées derrière. Avant, il y a de cela 10 ans, personne n'osait aller à Dakar pour trouver du travail parce que les gens qui sont sur place avaient la possibilité, avec la production qu'ils ont, de vivre pendant une année sans pouvoir aller à Dakar ou bien sans demander quelque chose. Maintenant, avec la dégradation, l'agriculture ne marche plus, l'élevage ne marche plus. Donc il y a tous les systèmes qui sont dégradés, ce qui pousse à la population d'aller trouver un peu de confort dans les autres régions pour essayer d'aider la population qui est derrière nous. Je suis venue pour gagner ma vie, parce qu'il y a du boulot là-bas, mais tu ne gagnes pas beaucoup. Donc, il y a des usines, mais c'est trop dur le boulot. Donc, je préfère venir à Dakar pour travailler. On habite ensemble 2 à 3 dans une chambre. Donc, on participe, on cotise tous les mois pour payer la chambre. Et ça, il manque vie. Après, vous avez des pays. Ils disent que pendant la saison sèche, ils viennent à Dakar pour chercher du travail, pour avoir de quoi se nourrir et nourrir la famille. Mais pendant la saison de pluie, ils retournent au village pour pratiquer l'agriculture. Je suis de Diourbel, je travaille à Dakar. Je suis venu ici quand j'ai 20 ans. Quoi. À Kaolack, il n'y a pas de travail, c'est ce que je trouve. Peut-être ceux qui sont les diplômes travaillent dans les bureaux comme ça. À part ça, il n'y a pas d'autre boulot. Mon père, avant, il cultivait. Après, il travaille à la Salamance. Il travaille à les autres comme lui. Il sort chercher à agréer la clientèle. Comme ici, c'est la capitale, bon, on a la possibilité de gagner plus que comme Touba quand même. Moi, je viens de Thiès, de Matapal. Ma famille sont de Thiès. Mon père, il est là. Moi, je suis là pour travailler, pour retourner aider ma famille. Parce que ce que je fais ici, je ne peux pas le trouver là où j'habite à Thiès. Parce que ici, c'est la capitale. Tous ils sont là, les touristes, il y a tout ici. C'est pourquoi je suis là. Les rogniers élaguent les feuilles pour la couverture, la toiture des cases et pour tresser des corbeilles, des paniers. Bon, les pétioles pour les feuilles là, servent à construire des meubles et à la charpente des cases aussi. Il y a aussi la tige qui sert aussi pour la construction, soit en dur ou en banco. Elle sert aussi. Donc il y a les fruits aussi qui servent à la consommation. Donc le rognier vraiment, pour le rognier tout est valable. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut y jeter. Chaque année, les vieux taillent des rogniers, 4 ou 5 rogniers pour avoir de quoi boire
surtout lors des grandes cérémonies, les mariages, les funérailles, tout ça. Ils emploient ce vin-là pour accueillir les étrangers, les invités. Et une fois taillé, le rognier meurt, hein, il faut donc semer encore un autre rognier, attendre peut-être 3, 4 ou 5 ans pour avoir le même arbre. Hein. Je peux fermer. C'est protégé, ce morceau-là, c'est tout protégé. La disparition de cet arbre provenait de nos vieux. Parce qu'au début, les vieux ne connaissaient pas l'importance réelle du rognier. Ils ne connaissaient que le rognier, on peut s'en servir uniquement pour en faire sortir la sève, c'est ce qu'on appelle le vin de palme. Une fois qu'on a fait sortir la sève, le vin de palme, ce rognier est parti. Et elle s'y met rarement. Mais depuis que la jeunesse a vu que le rognier, avec ce rognier, on gagne notre vie, on gagne notre pain, on fait tout, on est parti comme éviter d'en faire sortir ce vin-là. Avant, d'après nos parents, ils disent qu'avant, pour venir ici, il fallait faire comme ça. Avant, comme ça, pour venir. Il n'y avait que les bêtes là. Donc actuellement, tu vois ce qui se passe. Donc rien ne reste. On ne voit plus rien. À cause des hommes, à cause de nous. On a tout coupé. Donc finalement, on a tout perdu. Et on s'est rendu compte qu'on a fait une chose très grave. Donc il faut qu'on refaire vivre le sol. Sinon, on va disparaître un jour. On a réfléchi. C'est difficile, mais on ne se décourage pas. Ça va venir. Ça va venir. On a commencé, vous allez voir ce qu'on est en train de faire. On plante quelques arbres, des arbres villageois, des forêts villageois. Petit à petit, ça va venir. Mais c'est difficile pour nous. Donc il y avait un sérieux problème ici parce que non seulement l'espace était dénudé, il n'y avait pas d'arbres, mais on ne pensait pas que selon son aridité, sa sécheresse, on pouvait mettre ici des arbres qui vont se maintenir. Alors lorsqu'on a essayé avec beaucoup d'espèces, les espèces qui sont issues d'ici, qui étaient ici avant cette dégradation, on a essayé ces espèces et on a essayé aussi d'autres espèces qui sont plus faciles à avoir, tel le mellifera que vous voyez ici. Ça, c'est un arbre qui a fait juste 2 ans ici. Et vous voyez que ça commence vraiment à bien pousser. On a vu apparaître le tapis herbacé et ce qui encourage les éleveurs à venir faire péter ici leurs animaux. Donc à partir de là aussi, ça fait un autre impact. Le fait que les animaux viennent péter ici, en déposant ici leur bouse, ils y déposent aussi des espèces qu'ils ont pris ailleurs. On a aussi planté des espèces qui on va observer, est-ce que ces espèces peuvent résister dans le milieu. On lutte pour favoriser l'infiltration et on fait des actions maintenant pour protéger les sols. On avait mis des cordons pierreux et on avait aussi fait du reboisement. Les cordons permettent de ralentir la force de l'eau. L'eau descend, mais d'une façon ralentie. Donc, puisqu'elle part doucement, ça ne creuse pas la terre. Donc, ça ne crée pas de ravinement. Maintenant, tout au long des cordons pierreux, on a essayé de mettre des arbres. Parce que les cordons pierreux, au fil du temps, vont s'ensabler. Le sable, en se déposant, va bientôt les couvrir. Alors, en les couvrant, c'est maintenant les arbres qu'on a plantés là-bas qui vont faire le rôle de régulateur de l'eau tombée et de l'eau qui arrive de la montagne. Le ravinement commence à ne plus avoir d'impact sur le sol. Donc c'est quelque chose de très intéressant et de très visible. Donc je pense qu'avec plus de concertation, plus de discussion autour de la gestion de l'environnement, on arrivera, n'est-ce pas, un jour à
pouvoir gérer l'environnement d'une façon bénéfique et durable. Il faudrait élargir nos actions pour pouvoir avoir un impact régional et national. Finalement, à long terme, sera national. Ici, puisque depuis fort longtemps, on l'a toujours protégé, vous voyez comment est vraiment la végétation, c'est presque une forêt, quoi. Et là aussi, il fait vraiment bon, il y a un microclimat qui se dégage tout autour. Il y a aussi, ça leur a favorisé beaucoup d'activités parce qu'il y a assez d'arbres, il y a assez d'eau. Ça aussi, ça a fait un plus sur le vécu des populations. Parce que les populations, ce qui les intéresse surtout, c'est de pouvoir rester chez eux et de vivre normalement. Et chaque fois que je viens ici, je suis vraiment très content. Je pense que le premier travail qu'on doit faire, ça c'est mon point de vue, c'est de dire ce qui existe, ce qui est en train de se passer aux populations. Ils me disent, souvent ils me disent, nous savons, c'est des solutions qui nous manquent. Nous, on n'a pas les solutions. Moi, je dis, bon, les solutions, c'est vous. Les ressources financières et humaines, c'est vous. Comment on peut avoir un tel patrimoine dans une région et ne pas taper à toutes les portes pour que ça soit utilisable par les populations? Il faut faire un appel à tous les acteurs internationaux, nationaux, les techniciens, aux collectivités locales, à l'État. Il faut prendre tout à bras le corps pour essayer de solutionner cette dégradation qui handicape le développement du Sénégal.